Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon top 10 de 2023. Pourquoi je le mets entre guillemets? Et bien pour la simple bonne raison que vous allez vous en rendre compte très rapidement, j'ai un peu triché sur le top 10, tout simplement parce que parfois il y a plusieurs tomes d'une même saga et je n'arrivais pas à les différencier. Du coup je les ai tous mis, voilà, je vous expliquerai celui que j'ai potentiellement préféré, mais c'est hyper dur quand on aime de devoir choisir un parmi plusieurs. Du coup je les ai tous mis, donc ça en fait beaucoup plus que 10, mais théoriquement il n'y a que 10 titres qui peuvent se décliner en plusieurs tomes, mais c'est tout. Avant de vous les présenter, je vais faire un tout petit point sur les duologies que j'ai terminées en 2023, puisque je m'étais fixé l'objectif de lire ou au moins terminer une duologie par mois en 2023. Autant dire que ça a un peu floppé. Vraiment, ça a pas mal floppé. Je pensais au moins en lire 12 ou en terminer 12 et ça n'a malheureusement pas été le cas. Donc en janvier, j'ai lu entièrement The Book of Ivy, le tome 1 et le tome 2, donc ça m'a fait ma duologie du mois. Ensuite, février-mars, je n'en ai lu et terminé aucune. Ensuite, au mois d'avril, j'ai lu la duologie en entier, en audio sur Audible, de Les Royaumes Immobiles de Ariel Holtz. Au mois de mai, j'en ai lu et terminé aucune, mais par contre, au mois de juin, j'ai pu terminer Un psaume pour les recyclés sauvages avec le 2e tome. Juillet, août, j'en ai terminé aucune, donc simple, nette et efficace. Voilà, c'est fait. Et au mois de septembre, par contre, j'ai terminé la duologie de Fable. Puis en octobre, on change pas, j'en ai toujours pas lu. Mais par contre, en novembre, j'ai terminé la duologie de Mystic Flone que j'avais attaquée en mars 2023, si je dis pas de bêtises. Et puis j'ai fini l'année sans duologie. Voici ce que je voulais vous dire par rapport aux duologies. Je voulais faire une vidéo spécialement dédiée à celle-ci, mais ça aurait été un peu redondant pour les titres que je vous ai déjà présentés à maintes reprises, parce qu'ils ont tous été chroniqués, hein, ceux que je viens de vous citer. Donc déjà ça c'est plutôt pas mal, hein. On va pas se le cacher, c'est plutôt une bonne organisation de ma part, mais surtout ça ne servait pas à grand chose, sachant que j'en ai lu 5 sur 12 mois, ce qui est vraiment très peu, et j'aimerais beaucoup continuer sur cette lancée, peut-être pas me mettre un objectif si grand, mais d'essayer d'en liquider, si on peut dire ça comme ça, un maximum. Et c'est ce que je fais cette année, donc avec les one-shots, parce que je sais pas, j'aime bien avoir un défi un peu par année, et là en l'occurrence, l'année dernière c'était les duologies, là c'est le one-shot, et croyez-moi, c'est beaucoup plus simple, et comme en plus on le fait en lecture commune sur mon Discord, c'est beaucoup plus interactif, enfin j'ai vraiment un rythme à tenir, puisque je les organise c'est normal, mais du coup ça me permet de vraiment me pencher sur le sujet et de les lire, et en plus de ça je me surprends à en lire même à côté. C'est pas forcément fait exprès, mais du coup c'est plutôt pas mal. Nous allons pouvoir passer à mon top 10 de 2023 et rester jusqu'au bout puisqu'il y aura une mention spéciale pour un roman qui est d'ailleurs un one shot, parce que voilà je vous donne l'info comme ça, que j'ai énormément aimé, mais qui, bien que ce fût quand même un petit coup de cœur, ne peut pas rivaliser avec les telles pépites que j'ai à côté de moi et que j'ai à vous présenter. Et on va donc commencer par le premier qui me vient, à savoir La Passeuse de mots. C'est mieux comme ça. Le tome 2 de Alric et Jennifer Toyes, édité chez Hachette Roman. Donc là, j'ai sorti ma version reliée collector qui est splendide pour la simple et bonne raison que le brochet était sous une pile de violets. J'ai fait j'ai un peu la flemme de le sortir. Lui, il était juste à côté, donc voilà, c'était beaucoup plus simple. Je pense que vous connaissez mon amour pour cette saga qui ne fait que croître à chaque tome. Vous pouvez le constater que pour cette saga, je n'ai mis que le tome 2, bien que j'ai lu le tome 3 en novembre 2023. Mais pour la simple et bonne raison que j'aimerais relire ce dernier avant la sortie du 4. Et donc je me suis dit que j'allais plutôt me le garder pour 2024, même si c'est un peu une double lecture si on veut. Mais voilà, j'ai voulu mettre que le tome 2 qui a été une très grosse claque, encore une fois. C'est tellement plein de rebondissements, c'est un univers hyper riche, les personnages sont incroyables. Vraiment, je les aime d'amour en fait. Je m'identifie énormément à Arya et c'est un peu déstabilisant même parfois. Et il y a aussi ce Killian là qu'on aime toutes. Franchement, il est à tomber, je l'adore. Et il y a beaucoup d'autres personnages qui viennent se greffer à l'histoire par rapport au passé de Killian aussi. Enfin, c'était trop bien, j'ai adoré. L'histoire évolue vraiment beaucoup, elle prend un autre tournant, mais c'est aussi ce qui permet à l'histoire d'avancer et d'être aussi belle et palpitante. Bon, je pense que là vous l'avez déjà compris, je suis amoureuse de cette histoire et je n'attends que chaque tome à chaque fois avec plus d'impatience. Donc trop hâte de relire le tome 3 pour me replonger dans cet univers qui d'ailleurs lui aussi prend une sacrée tournure et on apprend pas mal de choses, donc wouh. Et il y a la fameuse scène du bal avec la belle robe et tout. Je vous en dis pas plus, juste lisez La Passeuse de mots. Certes c'est des grosses briques, mais franchement ils en valent largement la chandelle. Il y a 5 minutes on parlait de duologie, et justement je vais vous parler de Mystic Flone
avec les 2 tomes puisque j'ai lu les 2 courant 2023 et les 2 ont été d'immenses coups de cœur. Je saurais même pas comment exprimer mon amour pour cette duologie, pour Dana qui est juste un petit chou à la crème, je l'adore. Et bon, si vous voulez que je vous prouve à quel point je les ai aimés, je sais pas si vous va bien le voir, mais juste par rapport au post-it, au nombre que j'ai pu mettre, franchement juste pour ça vous pouvez pas douter en fait de mon amour. À vrai dire je m'attendais à rien en le commençant et même les premiers chapitres j'étais en mode ouais bon alors là ça me perturbe les ARM et tout mais qu'est-ce que c'est que ce trafic, et finalement j'ai eu un tel coup de cœur pour les personnages. Je pense que ça joue beaucoup dans chacune des histoires que je vais vous présenter, mais c'est déjà tellement un fort caractère, il est tellement dévoué, aventureux, je sais pas, il a vraiment ce petit côté hyper attachant et en plus de ça l'histoire qu'il a à côté, enfin son passé il est tellement dur, c'est dur en fait de rester insensible par rapport à ce personnage, mais aussi par rapport à Diba qui est une jeune émotionnelle qui justement ne contrôle pas très bien ses émotions et on la suit tout au long de cette duologie, on les voit évoluer, on les voit grandir. Ah c'est tellement beau, c'est tellement touchant et je peux que vous recommander en fait de les découvrir. En plus de ça l'univers est extrêmement bien travaillé, il est riche, il est visuel, enfin c'est tellement beau et waouh, j'ai encore des étoiles en y repensant. En plus de ça, il y a vraiment le côté magie, le maître des cartes, tout ça. On a un côté Dark Academia, même avec le côté de l'académie, de l'école. Enfin franchement, une pure merveille que je peux que vous recommander d'aller découvrir. Malheureusement, si vous n'aimez pas, je suis désolée de vous l'avoir conseillé. Je ne comprends pas votre non-amour pour cette saga, enfin pour cette duologie. Mais honnêtement, elle est bluffante. Et par contre, je vous préviens, la fin du tome 2... juste soyez prêts parce que c'est un peu hors du commun et c'est aussi ce que j'ai énormément aimé, que ce soit très différent de ce qu'on peut retrouver, mais c'est ce qui fait en fait toute la valeur et toute la beauté du récit. Donc voilà, vraiment lisez Mystic Throne que je pourrais jamais vous recommander suffisamment. Comme chaque année, j'avais demandé à mes copines de me choisir un livre pour les 12 mois de l'année et Emma m'avait sélectionné Nevermore le tome 2. À vrai dire, je ne pensais pas spécialement le lire parce que j'avais lu le tome 1 durant une panne de lecture, donc forcément, j'en avais pas un souvenir non plus hyper mémorable. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui m'avait un peu gênée. Et je sais pas, je l'ai trouvé en audio et je me suis dit, bon vas-y, lance-toi, de toute façon, t'as rien à perdre, entre guillemets. Et il se retrouve ici aujourd'hui, j'ai eu un immense coup de cœur pour ce 2e tome. Je pensais absolument pas que ce serait aussi intense et que j'aimerais autant malgré ma petite appréhension par rapport au tome 1, et pourtant mais c'est extraordinaire honnêtement. Pareil, c'est encore une fois c'est de la fantasy mais pour le coup jeunesse et c'est hyper bien travaillé. Les personnages, parce qu'il y en a quand même pas mal aussi, sont hyper bien développés, on les suit, qu'ils évoluent, il y a aussi un côté académie, finalement, j'adore ça, vous vous en rendez peut-être compte. On suit aussi des animaux qui parlent, enfin c'est extraordinaire. Beaucoup comparent Nevermore à Harry Potter, alors personnellement j'irai pas jusque là, mais je peux voir un petit peu le lien qu'on peut faire. Mais honnêtement, aujourd'hui si je devais donner niveau qualité de l'histoire et qualité surtout de l'écrit, je dirais que Nevermore est mieux parce que c'est carrément plus qualitatif, l'intrigue est plus développée, les personnages ont d'autres caractéristiques qui sont un peu plus ancrées dans notre présent, mais bon, après j'aime toujours autant Harry Potter malgré tout ce qu'a fait J.K. Rowling que je ne conçois absolument pas, mais bon ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je vais pas en parler là, ça ne sert à rien, mais Nevermore est une immense pépite et je remercierai jamais assez Emma de me l'avoir sélectionné et de m'avoir un peu poussé au derrière pour l'avoir lu, parce que honnêtement je l'ai lu et quelques semaines après j'ai lu le tome 3 parce que je pouvais plus attendre, sauf que là j'ai lu les 3 qui sont déjà sortis et le 4 je crois qu'il est toujours pas sorti en VO, donc il va falloir attendre un petit peu et j'avoue que ça me manque de retrouver mes petits personnages, Morrigan et tout là. Ils vont me manquer et je pense que je me ferai une bonne relecture des 3 tomes avant la sortie du 4 et je pense que j'ai encore le temps d'y penser et de le faire, donc tranquille. En tout cas, si vous aimez la littérature jeunesse, young adulte et que vous voulez un univers riche avec des personnages hyper bien développés, je ne peux que vous le conseiller parce que franchement il en vaut largement le détour. Bon, si vous me connaissez depuis quelques mois, quelques années peut-être, vous savez que je suis amoureuse d'Inheritance Games. Voilà, donc là c'est le moment où je triche beaucoup puisque je vais vous parler du tome 2 qui a potentiellement été mon plus gros coup de cœur je pense de la saga, le tome 3, mais aussi le 4e tome qui est sorti cet automne. Encore une fois, je pense qu'avec le nombre de post-it
C'est ahurissant que je vois à la caméra que j'ai pu mettre, vous pouvez vous rendre compte à quel point je les aime énormément. Et dire pour c'est j'ai envie de lire, mais c'est pas du tout le moment en fait, il faut pas que je fasse ça. Mais là c'est affreux à quel point j'ai l'impression d'avoir ce besoin de retrouver Avery et les frères au sang. Non mais c'est horrible, faut que je me détende. Je vous en parle là et après j'y repense plus pendant un mois parce que sinon ça va être une catastrophe. Mais donc je ne sais pas s'il est nécessaire que je fasse le résumé, mais grosso modo on suit Avery, une jeune fille qui vit avec sa sœur. Elles sont toutes les deux très pauvres puisqu'elles ont perdu leurs parents. Et du jour au lendemain, elle va apprendre qu'elle est l'héritière du plus riche homme des États-Unis, si on peut appeler ça comme ça, je crois que c'est les États-Unis. Je me rappelle pas de l'endroit où ils sont. Mais elle pourra toucher son héritage à une seule condition, qu'elle vive pendant 1 an dans le manoir Hawthorne, donc là où se trouvent les 4, normalement, potentiels héritiers du monsieur qui est décédé, puisque bah il avait 2 filles, et une de ses filles a eu 4 garçons, donc autant dire qu'il avait le choix niveau héritier, et pourtant il a été sélectionné, une jeune fille comme ça, un peu au pif si on veut. Donc voilà par rapport au Pipitch. Et je sais que objectivement cette saga n'est pas parfaite. Il y a pas mal de problèmes, notamment sur la fin, le tome 4. Beaucoup disent que c'est un peu un surplus. Bon, je peux pas dire que je suis pas d'accord, mais c'est plutôt l'ambiance, le côté jeu, etc., énigme qui me fascine et qui m'a passionnée intensément. Malheureusement aussi pour tous ceux qui n'aiment pas, il y a un triangle amoureux, mais je sais que c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup puisque je n'en ai pas lu énormément non plus. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est un peu lourd, je vais prendre que le tome 2, ce sera plus simple. Ah, c'est mon préféré en plus, horrible, vraiment c'est horrible de les tenir sans pouvoir les lire, mais tout ça pour vous dire que je sais que ce n'est pas du tout des livres parfaits, mais le fait qu'ils soient parfaits sur les personnages, l'univers, tout ça, est-ce que j'aurais eu un tel coup de cœur que là par exemple je trouvais que c'était archi spontané, que c'était très courant en fait, comme si je vivais l'histoire et que j'étais avec eux dans l'histoire. Donc je pense qu'il y avait une certaine proximité, ce qui s'est créé avec Avery, qui a donc perdu sa maman, bah du coup récemment par rapport à l'histoire. Et comme c'est quelque chose qui me touche particulièrement, eh bien je pense que j'ai senti aussi cette proximité par rapport à ça. Mais dans tous les cas, énorme coup de cœur pour toute cette saga. Et bah, j'ai qu'une envie, c'est de les relire. Voilà, je me suis donné envie. Donc sur ce, la vidéo est terminée, je vais aller les relire. Non, je rigole, malheureusement je ne vais pas faire ça. Mais en vrai, potentiellement, je pourrais les relire cette année. Il faut pas, mais je vais le faire quand même. Le prochain que je vais vous présenter n'a pas été un coup de cœur sur le moment direct où je l'ai lu, mais j'ai ressenti une telle vague d'émotions et d'attache au personnage, à l'univers, à l'ambiance du roman, que finalement, à travers les mois, je me suis rendu compte que j'y pensais tout le temps et que l'histoire était imprégnée en moi. Et ça m'est un peu venu comme ça, je me suis dit bon bah en fait c'est peut-être révélation, c'est un coup de cœur. Il s'agit de Persona, en tout cas pour le premier tome. Le tome 2 est dans ma palle, il va bientôt sortir d'ailleurs. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir retrouver ces personnages, cet univers assez gréco-romain avec une ambiance magique puisqu'on suit Andrea qui vit dans une sorte d'orphelinat pour les enfants qui ont des dons. Et tous les enfants qui naissent avec un don justement sont placés dans le genre de monastère, orphelinat, et sont élevés pour être soit amenés à devenir un peu des maîtres de leurs dons, je sais pas trop comment elle les appelle, je me rappelle plus. Oh là là, la mémoire de poisson rouge. Ou alors, ils vont être amenés à se marier et à perdre leurs dons. Là, en l'occurrence, on suit donc Andrea et 2 autres de ses amis qui vont être loués par une dame et qui va leur dire « Écoutez, j'ai une mission pour vous » pour qu'ils se servent de leurs dons pour kidnapper le frère qui est le prétendant, enfin le fiancé de la princesse du royaume. Ouais, rien que ça, ils vont devoir kidnapper le futur roi. Donc, ils peuvent pas dire non puisqu'ils sont payés, puisque c'est leur job, entre guillemets. Et il va découler toute une histoire par rapport à ça. On va découvrir leur passé, leurs dons, leurs relations avec leurs dons, entre eux, avec les autres gens, avec le royaume. Enfin, il y a même une forte intrigue politique alors que c'est un roman plutôt jeunesse, mais un peu young adulte. Et honnêtement, j'ai été bluffée. Bien qu'au début j'ai eu un peu de mal avec la plume de l'autrice qui est assez particulière au début, mais une fois prise dans le truc, énorme coup de cœur. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant ressentir ça et je l'ai lu en août et malgré tout, je sens, comme je vous l'ai dit, cette imprégnation en moi, ce qui fait que je me rappelle si bien, ce qui fait aussi
que je l'aime toujours autant et que je sais que je lirai la suite sans problème, sans avoir rien oublié. Et ce genre de livre, ça n'arrive pas tout le temps, hein. Qu'on soit d'accord, il y en a plein que j'oublie même les noms des personnages, etc. Et là, en l'occurrence, celui-ci, je ne l'ai absolument pas oublié. Et quand je l'ai terminé, ou même quand je le lisais, je vivais Persona, je mangeais Persona, j'allais faire pipi Persona, je faisais tout Persona en fait. Je pensais qu'à ce roman jusqu'à la dernière ligne et jusqu'à ce que je me dise « Ah, j'ai pas le tome 2 ». Bon là en l'occurrence je l'ai maintenant depuis 1 mois, 2 mois et demi plutôt. Et donc forcément mon effervescence est un peu redescendue. Mais une fois que je vais retourner dans le truc, oh là là, je sens que ça va être une autre claque. Et il faudra attendre le tome 3. Donc j'ai extrêmement hâte de pouvoir lire la suite. Et donc je suis trop contente de pouvoir vous le présenter dans mon top 10 de 2023. Une autre lecture du mois d'août, c'est My Dear Fucking Prince de Casey McKinston, édité chez Lumen. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers de ce roman qui est une romance plutôt contemporaine, donc c'est assez rare chez moi. Vous avez vu, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vous ai beaucoup parlé de fantasy, mais là en l'occurrence, celui-ci m'a bluffé, puisque l'on va suivre Alex, qui est le fils de la présidente des États-Unis, et Henry, le fils de la reine d'Angleterre, et tous deux sont un peu ennemis depuis pas mal d'années. On sait pas trop pourquoi, et un jour, il va y avoir une catastrophe, et du coup, je sais pas comment on peut appeler ça, leur cadre, un peu vont leur dire, écoutez, là vous allez devoir faire semblant d'être amis, sinon ça va pas bien se passer en fait, au niveau de la presse ça colle pas, et donc ils vont se faire passer pour amis, et finalement des liens vont potentiellement se tisser, et ils vont découvrir que leurs sentiments ne sont pas qu'amicaux, et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était bouleversant, encore une fois. Mais je pense que c'est quasiment que des livres où j'ai eu des petites larmichettes quand même. Je suis assez sensible, je sais. Mais sincèrement, j'ai adoré pouvoir découvrir leur histoire à tous les deux, leur découverte d'eux-mêmes, leur découverte de leur sexualité, etc. C'est tellement bien fait, c'est tellement mignon. Je tiens quand même à préciser qu'il y a au moins 2 ou 3 scènes de sexe explicites. Vraiment pour le coup explicite, mais je n'ai pas trouvé que c'était mal fait, dans le sens où ça faisait pas too much avec des trucs rocambolesques comme on peut lire en romance, que d'ailleurs je déteste ça, mais là ça faisait plutôt sincère, mignon et doux, enfin ils s'apprennent à se connaître, et c'est vraiment ce que j'ai adoré par rapport à ça, parce que ça sentait la sincérité en fait, et c'était pas surjoué. Malheureusement ce n'est qu'un one shot, mais à vrai dire j'aurais pu lire au moins 500 pages de plus, même s'il est quand même assez épais, hein, mais franchement c'était exceptionnel, j'ai adoré. Je sais qu'il ne me plaira pas à tout le monde, et en plus de ça les chapitres de 50 pages, autant dire qu'à un moment donné je n'en pouvais plus. Je lisais un chapitre sur 3-4 jours parce qu'en plus je travaillais à côté, c'était un enfer, mais honnêtement il m'a beaucoup marqué, et le fait de le faire durer sur 2 semaines, je crois que j'étais encore plus dans l'histoire et encore plus imprégnée avec eux dans mon quotidien, puisque je lisais un petit peu chaque jour, et c'est aussi ce qui est marquant dans une lecture, le fait qu'on traverse une période même toute petite de notre vie avec eux, et c'était tellement beau. Enfin, ce roman respire l'été aussi, donc je pense que je l'ai vraiment lu au meilleur des moments. À vrai dire, je ne sais plus trop le décompte de mes 10 lectures, mais normalement il y en a vraiment 10. Et le prochain que je voulais vous parler, c'est toujours chez Hachette, avec L'Engrangetant tome 1 de Nell Pfeffer. Et je l'ai donc découvert aussi au mois d'août, non, septembre plutôt. Ouais non, c'était au mois de septembre, décidément j'ai pas tout lu au mois d'août, c'est pas possible. Et je ne m'attendais pas à grand chose, encore une fois. On m'a dit fantaisie, horloge, magie. J'ai fait ok, voyage dans le temps, bon carrément je signe. Et j'ai bien fait de signer, parce que honnêtement j'ai été bluffée. On y suit Sophie, une jeune horlogère qui vient de perdre son père et qui prend donc sa place au royaume en tant qu'horlogère royale, si on peut dire ça comme ça. Et donc elle remonte les oranimas, qui sont donc des horloges parlantes, et un jour un des princes va venir la voir pour lui dire écoute, j'ai besoin que tu répares ma montre à gousset, sauf qu'elle va se retrouver propulsée dans le passé avec celui-ci, et ils vont découvrir pas mal de secrets à la cour royale, et une grosse partie de l'histoire va se passer dans le passé. C'était extrêmement bien, j'ai adoré que ce soit l'intrigue avec la cour, avec les horloges, que ce soit assez imprégné du présent, mais qu'en même temps on ait une ambiance un peu plus dans le passé, même si c'est dans le passé, mais ça faisait vraiment passer, et c'est ça fait beaucoup de fois que je dis passer, mais j'ai vraiment adoré cette ambiance, mais aussi que les personnages soient si débrouillards, si réels finalement, parce qu'ils n'étaient pas parfaits, et en fait j'aime ce qui est pas parfait finalement, mais franchement ça a été une énorme claque, et Sophie m'a beaucoup marqué. Il y a une petite romance qui commence à naître, et elle sera beaucoup plus présente dans le tome 2. C'est un peu ce qui me fait peur pour celui-ci, parce que j'ai aimé justement qu'il n'y en ait pas, mais
je pense que ça peut être bien amené. Donc à voir comment l'autrice la place. Mais en tout cas, l'écriture est magnifique, c'est fluide, c'est beau, c'est doux. Je peux que vous le recommander. En plus de ça, c'est une autrice française, plutôt québécoise. Du coup, je suppose qu'elle est française. Et juste soutenez-la parce qu'elle fait un travail remarquable. Je reviens quelques minutes plus tard puisque ma caméra n'avait plus de batterie, donc ça a peut-être un tout petit peu bougé. Mais normalement, j'ai pu terminer sur l'engrange-temps. Auquel cas, je voulais juste vous dire que j'ai adoré ma lecture et que je suis super heureuse de pouvoir soutenir une autrice française, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait parce que en plus d'écrire très bien, c'est une personne adorable dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux, donc vraiment checker ce qu'elle fait des super concepts, bref, je l'adore. Les 2 prochains que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé assez récemment et normalement dans ma vidéo de tous mes coups de cœur dans le Il était un livre, et donc je vais essayer d'être assez brève, mais si vous ne l'avez pas vu, vraiment n'hésitez pas à aller voir là-bas, je vous en parle un peu plus, que ce soit par rapport au résumé ou par rapport à qu'est-ce que j'en ai pensé. Et on va parler de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, écrit par Mary Hochard, édité chez Casterman, où l'on suit Agathe Langley, qui est une jeune fille de 19 ans qui est censée aller de balle en balle et trouver un homme avec qui se marier et potentiellement faire des enfants, sauf que elle n'est pas d'accord, mais en 1898 ça ne passe pas trop le comportement de femme rebelle, mais malgré tout elle va se lancer cœurs et âme dans ce qu'elle aime, à savoir l'astrophysique, et une fameuse rencontre avec son voisin va changer tout son destin. Je vous le résume de plus en plus brièvement à chaque vidéo, donc j'espère que ça ne vous gêne pas trop, mais c'est vraiment les grandes lignes de l'histoire. Comme je vous l'avais dit, je crois, je n'ai pas eu un coup de cœur, encore une fois, sur le moment, un peu comme pour Persona. Sur le coup, je me suis dit c'est une excellente lecture, ça c'est indéniable, il m'a beaucoup marqué, mais malgré tout, est-ce que c'est réellement un coup de cœur? Je ne pense pas, mais au fil des mois, je me rends compte que j'y pense tout le temps et que j'aime énormément ce roman, et que les thèmes m'ont touché, les personnages m'ont aussi beaucoup touché. La romance qu'il y a dans celui-ci, très slow burn, mais tout ce que j'aime en fait. Je crois que c'est la première fois que je lis un roman aussi slow burn et ça fait tellement du bien de lire ça, ça fait tellement réaliste finalement. Et j'ai juste adoré découvrir tout ça, et ça m'a donné énormément envie de découvrir l'astrophysique, l'astrophysique, je sais pas comment on dit, l'astrophysique. Non, je crois que c'est ça. Et ça m'a donné énormément envie de me renseigner un peu plus sur l'astrophysique. Bon, je l'ai toujours pas fait depuis la dernière vidéo, mais c'est vrai que je l'ai dans un petit coin de ma tête, et peut-être qu'un jour je le relirai ou j'y repenserai, et un jour où j'aurai du temps, je me pencherai sur la question. Donc franchement, une grosse pépite, une grosse claque, que ce soit par rapport au thème féministe ou par rapport à la place de la femme, ou même l'astrophysique comme je vous le disais. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant dans celui-ci. Et c'est un parfait mélange de plein de petits trucs, mais qui rendent juste un roman parfait. Et pourtant il est pas très gros, donc on pourrait croire que ça peut être trop vite, trop lent, mal abordé ou quoi, mais non. Genre vraiment, chaque mot est à sa place, chaque petit détail est calculé, enfin... C'est exceptionnel le travail qu'a fait l'autrice. Et c'est aussi une autrice française, donc vraiment n'hésitez pas à les supporter parce que elles méritent vraiment la hype qu'elles ont. Et il faudrait qu'il y en ait encore plus, je voudrais leur donner encore plus d'amour, donc vraiment n'hésitez pas à aller découvrir leur roman. Et le prochain c'est pareil, je vous en ai parlé dans mon Il était un livre avec que des coups de cœur. Il s'agit de If We Were Villains de ML Rio, édité chez les éditions Hauteville. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai eu un immense coup de cœur intergalactique pour ce roman, qui pourtant n'aurait peut-être pas dû me toucher autant. Je ne sais pas en fait ce qui a déclenché ce coup de cœur, mais on est dans un univers très shakespearien, il y a un meurtre, donc c'est un peu un thriller si on veut, plutôt suspense. Tout ça dans un domaine young adult, il y a une académie, tout ça, il y a un groupe de potes, mais j'ai adoré, ça m'a transportée. Et pourtant j'avais deviné la fin depuis quasiment le début, voire un tiers du roman, je l'avais deviné, et j'ai quand même réussi à être auto-surprise par rapport à l'histoire, mais c'était un truc de malade. Je ne sais toujours pas ce qui fait que j'ai autant aimé. Potentiellement l'enquête qui se met en place, le fait qu'on voit passer et présent avec un personnage, je sais pas, même les personnages ils étaient à la fois très touchants et en même temps il y avait une espèce de distance avec eux, donc je pense pas que ce soit vraiment ça. Mais même le côté ambiance, et comme c'est rédigé aussi sous forme de théâtre un peu, parce que par exemple là il y a l'acte 1 et hop on a, bon bah là c'est le prologue donc c'est pas vraiment le meilleur exemple, mais voilà, là par exemple on a la scène 2
Et en fait tout le roman se divise en actes et en scènes, et ça c'est quelque chose que j'ai énormément aimé dans cette lecture, donc je pense que ça a beaucoup joué aussi dans mon appréciation du livre. Voilà, je vous en dis pas plus pour celui-ci comme celui d'avant, mais n'hésitez pas à aller voir mon Il était un livre que je vous rabâche depuis 10 minutes, parce que vous avez beaucoup plus d'infos, ou même mes vidéos antérieures, parce qu'évidemment j'en parle tellement qu'à force j'ai peur de vous saouler, mais vous pouvez retrouver toutes les infos sur d'autres vidéos. Nous arrivons à mon 10e, donc bien sûr si je vais le mettre sur une échelle de 1 à 10, je ne sais pas s'il serait vraiment le 10e, mais en l'occurrence je vais vous parler de la saga Mémoire de la forêt. Donc là c'est le premier tome, j'ai le deuxième et le troisième tome juste ici, et donc je vous les montre tous parce qu'ils sont trop beaux, trop bien. Donc écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et édité chez l'École des Loisirs. Encore une fois c'est des romans jeunesse assez fantasy, puisque c'est des renards qui parlent, donc bon. Oui, c'est de la fantaisie quand même, parce que tous les animaux sont personnifiés, ils ont vraiment des caractéristiques humaines, ils marchent sur deux pattes, si on peut dire ça comme ça, comme des humains, ils parlent comme des humains, ils ont un service postal, ils vont à la librairie, enfin bref, ils ont vraiment tous les codes d'un être humain, mais en étant des animaux dans la forêt. Et donc on va suivre Archibald de Renard, qui est un libraire, et qui va un jour vendre un roman, mais un peu comme ça, parce que quelqu'un d'autre lui parle, du coup il va vendre le livre, mais en même temps il se rappelle plus de qui, à quoi, enfin bref. Sauf que un de ses amis vient lui dire « Écoute, j'ai un problème, faut que tu me rendes mon livre, faut que je puisse le racheter ou quoi, parce que là j'en ai besoin. » Et la spécificité de ce récit, c'est que chaque livre est unique. Donc il n'y a qu'un seul exemplaire, comme en fait un G1 que tu n'en vois pas par exemple, et bien ça c'est ton exemplaire unique, il n'y en a qu'un seul. Et donc Archibald de Renard et son ami vont partir à la recherche de ce fameux livre, donc découvrir à qui il l'a vendu et qui a pris ce récit, puisqu'il s'agit des pensées de notre petite tortue qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Voici pour un pitch un peu grossier de ma part, mais ça c'est l'histoire du tome 1. Dans le tome 2 on suit une autre histoire, donc bien différente, mais ça reste les mêmes personnages, le même fond, on va dire, d'histoire, toujours au même endroit. Et le tome 3, pareil, encore une fois, mais l'histoire prend un autre tournant, on sort vraiment de la ville de Belle-Écorce, et ça j'ai adoré. Alors oui, ces petits romans sont classés en jeunesse, ils paraissent tout beau, tout mignon, tout rose, tout doux, vraiment ils ont l'air exceptionnels, ils le sont hein, mais prévoyez des quantités de mouchoirs astronomiques. Franchement, il n'y a pas un tome où je n'ai pas pleuré plusieurs fois, tellement c'est bouleversant. Vraiment, entre la plume de Michael qui est hyper distinguée, hyper poétique, hyper belle et touchante, l'histoire est traumatisante limite. Enfin moi ça m'a brisé le cœur, et pour que je me rappelle aussi bien, franchement, enfin il faut que ça m'ait beaucoup marqué, et c'est ce qui s'est passé. Ça m'a... waouh, j'ai eu un vrai pincement au cœur en les lisant, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et je crois que c'était dans mon premier vlog ou dans mon deuxième vlogmas de cette année, je vous parlais du troisième tome et je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais dans le train et j'allais à une rencontre d'Hachette, et le truc c'est que j'avais pas pris de mouchoirs, je les avais oubliés. J'ai dû acheter des mouchoirs à la gare de Saint-Lazare, 1 € le paquet de 5 mouchoirs, ok, tellement je pleurais que je pouvais pas en fait me retenir de pleurer tout simplement. Enfin ça m'a beaucoup trop touchée, c'était tellement bien, tellement mignon, tellement doudou. Donc vraiment faites attention, bien qu'ils paraissent très mignons, très doudou, ils sont assez durs à lire. Et d'ailleurs je vous avais aussi parlé de ça, je les trouve assez intergénérationnels, dans le sens où c'est un peu comme Le Petit Prince, tu lis ton enfant, t'as une vision du roman, tu l'aimes, tu l'apprécies, etc. Mais tu le lis en tant qu'adulte, ou avec un autre regard, et bien ton jugement évolue, et tu te dis ah ouais, il a glissé pas mal d'éléments qui sont super durs pour des enfants. Enfin, c'est extrêmement bien fait, c'est une gymnastique, je pense, assez dure, mais en même temps tellement belle, tellement poétique, qui permet au livre d'avoir un peu plusieurs vies, plusieurs approches, et c'est un truc que j'adore. Vous l'aurez donc compris, je n'ai pas pu choisir un seul de ces trois-ci pour le glisser dans mon top 10, je les ai tous mis, parce que je ne pouvais pas faire autrement, vraiment, je les aime tous particulièrement. Chacun est très différent, ils ont tous une histoire qui m'a bouleversée de telle ou telle façon, pour plusieurs raisons, donc je peux pas choisir en fait entre les trois, mais voilà, c'est tout ce que je vous dirais pour cela, et c'était le dernier de mon top 10, et on va passer à la mention spéciale. Oui je sais, je n'ai fait que tricher tout le long de cette vidéo, mais écoutez, c'est pas grave, je fais ce que je veux déjà pour commencer, et en plus de ça, ça me permet aussi de vous parler pas que d'un seul tome, par exemple, parce que une saga, une duologie ne se résume pas qu'à
un livre sur les deux par exemple, c'est vraiment un ensemble je trouve. Alors les longues sagas ça peut se discuter, mais quand c'est une duologie ou une trilogie, souvent les histoires sont conçues pour être lues ensemble. C'est pour ça que je préfère vous en parler en même temps, et aussi parce que je n'arrive pas à choisir. Mais donc pour la mention spéciale, j'ai nommé L'effet boule de neige, écrit par Clara Hérault, édité chez Hachette Roman, que j'ai failli mettre dans mon top 10 de cette année, mais je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison qu'il ne m'a pas marqué de la même façon que les autres, bien qu'il ait été hyper touchant, hyper poignant. Et ce que j'ai énormément aimé dans ce roman, mis à part la romance de Noël que j'ai surkiffé, qui était toute belle et hyper bienveillante, vraiment c'est le mot que j'utilise le plus je crois dans cette vidéo ou de manière générale, mais il y a le côté de la communication qui est énormément mise en avant, et ça c'est le plus gros point positif de ce roman. C'est peut-être même pour ça qu'il se retrouve là finalement, parce qu'on a le côté fake dating, tout ça, c'est une romance contemporaine, il va y avoir des faux semblants, tout ça, on découvre beaucoup de choses même sur le passé des personnages, mais malgré tout, il y a l'aspect communication entre les deux personnages, donc Iris et Alex, pourquoi j'ai eu un doute avec Charles, oulala, je crois que je commence à être fatiguée, qui font donc semblant de sortir ensemble, et malgré tout, ils arrivent à se parler, ils instaurent des règles et ils vont potentiellement les dévier, mais c'est ce qui fait la beauté du récit. Et je sais pas, c'était vraiment bienveillant, doux, et il y avait beaucoup la notion du consentement aussi, et c'est quelque chose, je dirais pas d'assez rare, mais que je n'ai pas forcément l'habitude de retrouver, ce qui est d'ailleurs pas vraiment normal hein, quand on prend ça sous ce point de vue, mais c'est ce qui fait qu'il se démarque un petit peu des autres. Donc franchement ça a été un beau coup de cœur, mais pas suffisamment coup de cœur pour rentrer dans mon top 10, mais honnêtement j'aurais peut-être dû faire un top 12 et il serait largement rentré dedans tellement il était bien beau et chaleureux, mais en même temps on apprend tellement de choses, j'ai trop envie de le relire, ça y est, ça va pas. Vraiment, les livres que j'aime trop, ça me donne envie de les relire, c'est pas une bonne chose. Mais honnêtement, si vous voulez une romance sans prise de tête, avec des personnages qui sont très bien décrits et construits, mais sans pour autant quelque chose de très dur ou quoi, je peux que vous le conseiller. Si vous aimez évidemment un peu plus la romance de Noël ou quoi. Mais malgré tout, on n'est pas qu'à Noël, on est à la montagne, mais on n'est pas qu'à la montagne. Dans le sens où Noël et la montagne sont vraiment un prétexte pour amener l'histoire et les retrouvailles en fait. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu, et vraiment n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous, il serait rentré dans votre top 10. Mais en tout cas moi c'est une mention spéciale plus. Voici du coup pour mon top 10 de 2023 ainsi que mon bilan sur les duologies. Je sais qu'il arrive un petit peu tard parce que nous sommes milieu mars, mais malgré tout, je trouvais que c'était un peu essentiel pour clôturer ce que j'avais commencé l'année dernière. En tout cas pour moi, il fallait que je le fasse. Vous, je sais pas si ça vous aura intéressé, mais moi voilà, j'avais quand même envie de le faire. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi le petit challenge d'une duologie par mois ou un autre challenge, peu importe. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!